BFM Business présente Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent de Chine, d'Italie, d'Espagne, même de Roumanie, des regards internationaux qui éclairent notre actualité. Ensemble, on va débriefer aujourd'hui 2 visites d'État qui ont eu lieu cette semaine et qui soulèvent des questions géopolitiques majeures. Déjà, Emmanuel Macron qui s'est rendu en Chine. Vous verrez que sur place, beaucoup de bruit, mais peu d'effet à l'arrivée. Et ensuite, Vladimir Poutine qui, lui, vient de se rendre en Inde. Là encore, malgré les sanctions occidentales contre le pétrole russe, vous verrez que New Delhi et Moscou se montrent déterminés à renforcer leurs liens économiques. On débriefe de tout ça tout de suite avec nos experts sans frontières, mais avant, le journal de Stéphanie Colo. BFM Business présente Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les experts sans frontières. Vous savez, chaque semaine, c'est le rendez-vous où mes invités, mes experts sans frontières sont tous soit étrangers, soit d'origine étrangère. En tout cas, ce sont des regards internationaux, une loupe un peu extérieure qui nous aide, nous, à sortir de notre prisme franco-français. Et c'est précieux pour essayer de comprendre ou de prendre un peu de hauteur sur notre actualité. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir autour de moi Adina Revol. Bonjour. Bonjour. Maîtresse de conférence à Sciences Po. Juan José Dorado, correspondant de la presse espagnole en France. Bienvenue. Buenas tardes. Shonian Li, consultante chez Feida Consulting, diplômée de l'Université de Pékin et de HEC. Bonsoir. Bienvenue Shonian, bonsoir. Et puis nous retrouvons Daniele Zappala. Bonsoir, Daniele. Docteur en géographie politique, vous enseignez à la Sorbonne. Vous êtes aussi auteur de Cuisine Cousine dans la casserole du soft power européen aux éditions L'Harmattan. Juste un mot, Cuisine Cousine. Alors c'est quoi là c'est un essai sur la géopolitique culinaire, la géographie culinaire. Tout à fait. C'est un essai sur les potentiels de notre énorme patrimoine culinaire, à la fois pour la bonne entente entre les pays européens et également pour booster l'image en fait de l'Europe dans le monde. Et aujourd'hui, nous en avons en fait énormément besoin. Nos bons plats comme des ponts entre les peuples, je pense qu'on en a vraiment besoin. Et d'ailleurs, restez avec nous parce qu'à la fin de l'émission, j'ai demandé cet exercice à chacun de nos experts sans frontières ici, de choisir un plat de leur pays d'origine pour voir comment notre chercheur Daniele Zappala arrive à le décortiquer et nous en faire une cuisine géopolitique. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on débriefe ensemble cette visite d'État d'Emmanuel Macron, très importante en Chine cette semaine. Là, ça y est, il repart ce vendredi. Écoutez-le pour commencer, Emmanuel Macron qui était là-bas, qui veut rééquilibrer les relations économiques de la France avec la Chine. Au fond, l'Europe doit se réformer pour être plus compétitive et investir davantage. La Chine doit poursuivre cet agenda de renforcement de sa consommation domestique et nous devons trouver un cadre pour accroître les investissements directs chinois en Europe et en particulier en France, créateurs de valeur ajoutée et d'emplois. Voilà, alors sur place, note le Frankfurter Allgemeine Zeitung, titre « Grand geste, peu d'effet à l'arrivée ». Bon, c'est un petit peu sévère. Shonian Li, quand on écoute Emmanuel Macron, franchement, j'ai envie de vous dire, qui peut croire qu'un président de la République française peut demander à Xi Jinping, quelque part, de bouger les curseurs, de changer de modèle économique pour exporter un peu moins, pour consommer un peu plus? Ça paraît presque un petit peu présomptueux. Oui, mais je pense que cela montre quand même une volonté de renforcer la coopération franco-chinoise. Et surtout dans le contexte actuel où on voit que ces dernières années, la Chine avance très vite sur le développement des hautes technologies, par exemple. Et par conséquent, cela fait du sens à mes yeux de coopérer davantage, par exemple, sur le transfert de technologies ou dans le secteur de l'innovation. Après, sur la question du déficit commercial, moi, je voudrais souligner un point, c'est que ce n'est pas forcément un mauvais signe de santé économique. Cela dépend du contexte, des causes et de la structure de l'économie. Par exemple, les États-Unis ont le plus grand marché de consommation au monde. Donc, il est logique que les États-Unis importent beaucoup. Il a un grand déficit commercial avec la Chine aussi. Par contre, les États-Unis ont un grand excédent
en service vers le reste du monde. Mais est-ce que, je vous interromps, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de presque malsain à voir que les déficits des uns viennent entretenir les excédents des autres ? Parce que c'est finalement ça qui arrive, qu'on a à l'arrivée. Nous vivons dans une économie globale. Alors pour moi, le déficit commercial, c'est une conséquence du commerce international qui suit les règles du marché. C'est-à-dire, où il y a un besoin, il y a une offre. Il ne s'agit pas pour moi d'une volonté mauvaise ou pas, parce que la Chine ne force pas les autres pays à acheter ces produits. Finalement, c'est aux importateurs français de décider d'acheter des produits chinois. Alors, s'il n'y avait pas de produits chinois, il y aurait d'autres produits venant d'autres pays. Alors, pour moi, je pense que au lieu de se focaliser beaucoup et en permanence sur le déficit commercial, la vraie question, c'est que comment on pourrait renforcer la compétitivité industrielle en France ou en Europe. Et un deuxième point, c'est que je pense que la France peut tout à fait exporter davantage vers la Chine. Mais ces dernières années, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se montrent plutôt frileuses ou qui hésitent à vendre plus de produits en Chine, mais je pense que le potentiel est là. D'ailleurs, on a vu aujourd'hui CNBC qui titrait sur la Chine prête à importer plus de biens français sur le marché chinois, donc à ouvrir un peu plus son marché à des produits chinois. Adina Raval, c'est très intéressant ce que nous dit Shunyan Lee sur les grands équilibres macroéconomiques de la planète, par exemple. Shunyan nous dit, bah oui, mais en fait, ça a du sens et c'est un équilibre qui a sa place. En même temps, moi, j'entends aussi beaucoup d'économistes qui disent que quand on a trois grands blocs avec une Chine qui exporte trop, consomme pas assez, des États-Unis qui consomment trop, produisent pas assez, une Europe qui épargne trop, n'investit pas assez, on marche. Voilà, il y a quelque chose aussi de déréglé ou de déséquilibré. Oui, il y a quelque chose, vous avez posé vraiment le bon diagnostic. D'ailleurs, le président Macron aussi il a posé le bon diagnostic en parlant du problème de compétitivité de l'Europe, de l'autre côté des problèmes chinois qui sont très importants. Maintenant, en disant ceci, il y a quand même un problème dans le commerce mondial aujourd'hui, c'est que la Chine, qui produit beaucoup trop d'ailleurs, ne respecte pas les règles du commerce mondial. Il y a des subventions données à des entreprises pour exporter et donc le dernier exemple en date, c'est les voitures électriques chinoises, où effectivement les Chinois, ils ont commencé à produire, ils ont commencé à innover il y a une vingtaine d'années, donc il y a aussi une avance technologique, mais ça a été fait avec des subventions et puis avec des aides d'État qui étaient indues. Et donc l'enquête de la Commission européenne, d'ailleurs, sur ce cas très précis, a montré qu'il y avait un différentiel de prix pouvant aller jusqu'à 50% du prix final, d'où les droits de douane supplémentaires qui ont été appliqués. Donc il y a en fait le vrai danger, c'est là, c'est qu'en fait on a un déséquilibre dans le commerce mondial aujourd'hui. La Chine surproduit, elle ne respecte pas vraiment les règles du commerce mondial, ce qui a induit la réaction d'ailleurs de Donald Trump pour mettre des droits de douane supplémentaires. Aujourd'hui, on est dans un système du commerce mondial où vraiment, on ne sait plus, il n'y a plus vraiment des règles. Oui. Et en donc, même temps, on dit la Chine, pas que. On prend Joe Biden avec son Inflation Reduction Act, qu'il dégaine pour essayer de siphonner tous les projets industriels de transition énergétique. Là aussi, les Européens se sont retrouvés le bec dans l'eau avec cette IRA. Alors, sur l'IRA, effectivement, il y a deux façons de lire l'IRA. Les Américains, pour la première fois de leur histoire, ils ont commencé à investir de manière assez massive dans la transition énergétique, ce qui est très bien, parce qu'ils étaient en retard, ils devaient rattraper leur retard. Après, effectivement, l'Union européenne a négocié pour que les aides soient également ouvertes aux entreprises européennes, ce qui a été fait pour les voitures, parce que c'était le sujet qui était le plus important. Mais vous avez raison de montrer qu'il y a quand même une montée du protectionnisme aujourd'hui, que ce soit démocrate ou républicain aux États-Unis, ce qui montre qu'en fait, l'Europe, la vraie force de l'Europe, c'est son marché intérieur. Il y a une étude justement du Fonds monétaire international qui montre qu'il y a encore des frictions entre marché intérieur de 40%. Donc en fait, il faut qu'on arrive à finaliser ce marché intérieur qui est finalement notre plus grande force. Et moi, personnellement, quand j'entends des transferts de technologies chinoises ou du potentiel du marché chinois, moi, je suis plutôt sceptique. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on a
nous, Européens, transférer des technologies en Chine, il y a eu du vol informationnel. Et puis, le marché chinois reste très fermé. Moi, je connais très bien le marché chinois. Pour exporter, par exemple, vous êtes une entreprise cosmétique française, pour y exporter, c'est très difficile. Si vous avez un brevet, on vous demande tout sur le brevet. Pourquoi ? Pour copier derrière. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Et dernier point, sur la technologie verte, par exemple, dernière dégaine du pouvoir chinois, ils ont dégainé l'extraterritorialité sur les matières premières rares. Donc aujourd'hui, tout doit être signé par les pouvoirs chinois, toute exportation, licence d'exportation. Sachant qu'ils ont dans le même temps créé en parallèle tout un maillage mondial pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement sur tout ce qui touche à la transition énergétique. Après je vais vous faire réagir Choniane, mais j'aimerais vous entendre aussi Daniel Zappala sur finalement ce qu'on observe, ce qui est assez fascinant sur le plan industriel et macroéconomique. Il y a 25 ans, il y a 20 ans, la Chine disait « Ok, venez investir chez nous, mais avec transfert de technologie ». Et là, Emmanuel Macron, en prenant son avion, quand il s'envole à Pékin 20 ans plus tard, il adresse ce message aux Chinois en disant « Ok, venez investir en France, mais apportez-nous votre technologie ». Oui. Là, on a vraiment un renversement de l'histoire là-dessus. Complètement. Nous sommes encore mentalement avec cet imaginaire du commerce comme facteur d'harmonisation des relations internationales. Sauf que depuis justement les années 2000, nous avons connu une telle accélération de certains acteurs, notamment la Chine, que finalement tous les trains des règles, des réglementations n'a pu véritablement pu suivre. Et donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec ces déséquilibres énorme et la tentative de la part de certaines diplomaties influentes comme la France de, en quelque sorte, devenir un facteur d'harmonisation entre des acteurs qui ne veulent plus se parler, comme justement les États-Unis, la Chine. Donc la Chine aujourd'hui, c'est un acteur clé des enjeux en fait géopolitiques, géoéconomiques de demain et à l'Europe, peut-être, en fait, ce rôle d'essayer d'amadouer, de, en fait, ramener la Chine vers ses cadres réglementaires, mais c'est sûr que ce défi, c'est loin d'être gagné, et on l'a vu avec cette visite d'Emmanuel Macron. Oui, c'est ça, hein, Juan José Dorado, c'est finalement le commerce, comme dit Daniele, le commerce a été vraiment un facteur de paix, un facteur de pont entre les peuples pendant toute la période post-guerre froide, et aujourd'hui, c'est presque le déclencheur d'une nouvelle tension géopolitique mondiale, ce même commerce. Sans aucun doute, déjà parce qu'effectivement, l'OMC était l'un des acteurs majeurs du commerce mondial et depuis plus d'une décennie, l'OMC ne compte plus. Que ce soit pour la Chine, que ce soit pour les États-Unis, de Donald Trump. Mais dans le cas concret d'Emmanuel Macron en Chine, il était temps qu'il aille quand même en Chine, parce qu'il n'est allé qu'en 2023 et maintenant en 2025. Entre-temps, et là je vous donne l'exemple, le président espagnol est allé à 3 fois et un voyage officiel du roi et de la reine d'Espagne vient de se terminer du côté de la Chine, parce que vous avez, l'Espagne est devenue en quelque sorte une espèce de tête de pont entre la Chine et l'Europe, parce que, rappelez-vous tout simplement, toutes les critiques autour des panneaux solaires qui étaient fabriqués en Chine et qui ont envahi l'Europe. Aujourd'hui, on parle effectivement des transferts des technologies, on parle des énergies vertes, on parle aussi des soucis de batteries électriques. L'Espagne vient d'inaugurer, enfin vient d'émettre la première pierre avec une entreprise chinoise et d'ailleurs Stellantis qui est du projet, vient de commencer les travaux d'une giga-usine des batteries électriques en Espagne. Il y a 4 milliards d'euros qui sont investis par la Chine en Espagne. Il y a d'autres milliards qui vont arriver. Et comment l'opinion publique voit ça en Espagne? Est-ce qu'on accueille les investissements chinois à bras ouverts ou est-ce qu'on a aussi les mêmes polémiques qu'on a en France par rapport, par exemple, à l'inondation des petits colis, par rapport au fait que l'Europe soit devenue un marché un peu déversoir de produits chinois depuis que le marché américain s'est fermé. Est-ce que ça, c'est un sujet qui tient à cœur les Espagnols? Là, c'est un sujet complètement différent dans le sens où là, on parle des investissements massifs des Chinois qui créent des emplois. On fait pousser des usines, on crée des emplois, on apporte de la technologie. Ça, voilà. Donc, ils vont apporter de la technologie. On parle des transferts de la technologie, des technologies, mais en même temps, la Chine envoie pour cette méga usine, on voit 2000 ressortissants chinois travailler en Espagne.
Donc, c'est-à-dire que, oui, il y a, entre guillemets, un transfert de la technologie, mais parce que ces ingénieurs chinois arrivent en Espagne, c'est eux qui vont, en fait, installer les technologies telles qu'ils les comprennent. Mais donc, pour les Espagnols, il est certain que la Chine aujourd'hui est le pays auquel on doit se référer. Parce que nos relations, que ce soit bilatérales de l'Espagne avec les États-Unis, sont très mauvaises. Parce qu'effectivement, en Europe, il y a un certain nombre de pays. C'est pour ça que je pense que pourquoi Emmanuel Macron a mis autant de temps à aller en Chine, même si on verra dans quelques jours ou dans quelques semaines quel est le résultat réel de ce voyage, en sachant que sur la partie géopolitique internationale et l'Ukraine, dont on pourra parler, ça n'a pas été très fort, ils n'ont pas eu l'accord des Chinois. Et d'un autre côté, effectivement, vous avez parlé de la balance commerciale, qui est très déséquilibrée, mais en même temps, qui n'a pas une balance déséquilibrée avec les Chinois. En tout cas, on sent en vous écoutant qu'il y a une approche espagnole assez pragmatique dans sa relation avec la Chine. Je vous voyais, vous aviez envie de répondre, réagir tout à l'heure quand vous entendez nos invités dire bah oui, mais la Chine, elle ne joue pas les mêmes règles du jeu que nous. Et en même temps, ce qu'ils disent, c'est aussi assez factuel. Et j'allais dire là-dessus, c'est un peu l'histoire qui se répète. Moi, personnellement, j'étais allé suivre François Hollande en 2014 lors d'une visite d'État en Chine que j'avais couverte. Et en fait, j'ai regardé les deux dossiers de presse, celui que j'avais gardé de 2014 et celui d'Emmanuel Macron là. Les dossiers, c'est quasiment les mêmes. Les dossiers en haut de la pile, c'est celui de la réciprocité. Ça n'a pas bougé en 10 ans. Alors, je voulais rebondir d'abord sur ce qui a été dit par Madame, Adina, sur les subventions d'État à l'industrie des véhicules électrique en Chine, parce que c'est une question qui intéresse beaucoup de monde. Je voudrais d'abord rappeler que la Chine, au début, a décidé de développer cette industrie, c'est pour réduire l'émission de CO2 et pour aussi avoir une transformation énergétique. Alors, ensuite... Je rappelle que c'était même un objectif politique affiché par Xi Jinping de devenir leader mondial de cette transition énergétique. Donc derrière, il met le paquet sur cet objectif politique. En Chine, quand on a pris une décision, on la prend au sérieux. Et le gouvernement joue souvent un rôle de coordinateur. Et c'est l'une des facteurs, l'une des raisons principales qui explique le développement très rapide du secteur de l'innovation en Chine. Donc, au début, entre 2014 et 2022, le gouvernement chinois a mis en place un programme de subvention à l'achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables en faveur des consommateurs chinois. Alors, cette subvention a déjà pris fin à la fin de l'année 2022. Aujourd'hui, il y a une sorte d'exonération de la taxe à l'achat de consommateurs des voitures électriques en Chine. Ensuite, en ce qui concerne la subvention d'État, d'aide financière en faveur des entreprises chinoises, je n'en connais pas le montant. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, l'État finance encore massivement les entreprises chinoises dans cette industrie, mais et souvent, il peut s'agir d'autres formes d'aide, par exemple la subvention à la recherche au développement, ou bien le financement pour développer l'infrastructure, par exemple les bancs de recharge, les batteries, etc. Mais croire que les entreprises chinoises des véhicules électriques, leur succès repose essentiellement sur les aides financières de l'État, pour moi, cela constitue un cliché. En fait, je termine là-dessus. Un deuxième point très rapidement. Alors, quand on regarde le concept du dumping, généralement, le dumping, c'est que le prix de vente d'un produit est supérieur dans son pays d'origine que... Oui, c'est le principe du dumping. Oui. Exactement. Par contre, si on regarde les prix des véhicules électriques chinois en Europe, en moyenne, ce prix est entre 40% à 50% supérieur au prix des mêmes modèles en Chine. Donc, en fait, si on regarde ça, on ne peut pas dire que c'est un dumping. Voilà. Adina, vous vouliez réagir, Adina Non, mais vous avez raison de dire qu'effectivement, la Chine a décidé, il y a 20 ans, de développer le moteur vert, justement, puisque sur le moteur thermique, il y avait le leadership européen, et donc il y avait aussi la volonté de jouer vert, puisque il faut voir, l'enjeu climatique est un enjeu important en Chine. Beijing est très pollué, par exemple, donc c'est un enjeu important. Ceci étant dit,
la Chine, le pic pour la pollution, c'est en 2030 et la transition, le net zéro pour 2060. L'Europe, c'est 2050. Et en Europe, on a aussi mis en place justement cette volonté industrielle également. Et ça se fait dans les règles du marché. Il y a des subventions, mais c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ça la grosse différence. Pour les marchés, pour les véhicules thermiques, j'ai pris cet exemple parce qu'il est documenté par l'enquête de la Commission qui respecte les règles de l'OMC. On a eu en Europe, vous avez rappelé l'exemple des panneaux solaires chinois qui ont tué la filière du panneau solaire européenne. Aujourd'hui, en fait, on essaie d'exister à nouveau en Europe parce que justement, en 2012-2013, on a subi justement cette déferlante de panneaux solaires chinois pas chers. Et donc, on a effectivement un déséquilibre de ce côté-là. Donc, je comprends qu'il y a effectivement... J'ai vécu dans un pays communiste, donc je sais comment ça marche. Lorsque le parti veut quelque chose, tout est mis en marche pour que ça se fasse. Le plan quinquennal, je connais. Mais en même temps, il y a un déséquilibre aujourd'hui entre les règles que la Chine ne respecte pas et puis ce que fait le reste du monde. Par exemple... Désolé, il faut vraiment qu'on marque une courte pause. Non, mais c'est très intéressant de vous entendre parce que quand on vous entend, on voit qu'il y a vraiment deux modèles où le point commun, c'est qu'on soutient des filières, mais en revanche, la méthode, elle est clairement pas la même. L'Europe n'a pas assez d'argent. C'est pas une question de volonté, mais une question de faisabilité. Allez, on va marquer une courte pause et ensuite, j'aimerais bien qu'on parle aussi d'Ukraine et des messages qui ont été envoyés ces derniers jours qui sont aussi majeurs. Une courte pause, à tout de suite. BFM Business présente Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Autour de moi, Dina Revol, maîtresse de conférences à Sciences Po, Juan José Dorado, correspondant de la presse espagnole en France, Daniele Zappala, docteur en géographie politique, auteur de Cuisine Cousine aux éditions L'Harmattan, et puis Shunyan Li, consultante chez Feida Consulting, diplômée de l'université de Pékin et d'HEC. Nous parlions de cette visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine cette semaine. Bien sûr, un dossier au-dessus de la pile, c'est celui de l'Ukraine, qui était au cœur des sujets portés par Emmanuel Macron. Macron exhorte Xi Jinping à aider à mettre fin à la guerre en Ukraine. Titre cette semaine le New York Times. En fait, vu la tonalité des échanges, on sent que la Chine, à l'arrivée, n'est pas prête à lever le petit doigt. Daniele Zappala, est-ce que finalement Xi Jinping a raison quand il dit que malgré son alliance avec la Russie, il n'a aucun moyen d'encourager Vladimir Poutine à arrêter le conflit? C'est en substance le message qu'il a fait passer de manière assez claire et inhabituelle à Emmanuel Macron. Disons que la teneur des relations entre les deux pays contredit quand même ce type d'affirmation dans la mesure où aujourd'hui on voit bien que beaucoup des déclarations de Moscou arrivent en fait avec un timing qui quand même est assez coordonné, je trouve, avec en fait l'agenda en fait chinoise. On voit bien qu'il y a en fait actuellement des perspectives des rapprochements plus ou moins avoués, malgré effectivement cette attitude de Pékin de toujours vouloir se présenter sur une position un peu de neutralité. Donc c'est vrai que pour Macron, l'équation était, à mon sens, presque impossible, car effectivement les enjeux au cœur en fait de l'Asie finalement sont trop importants pour qu'il y ait sans doute un retournement diplomatique majeur. C'est ça, sachant qu'il y a une alliance qui s'est totalement renforcée, la Russie qui a pivoté vers la Chine depuis son invasion en Ukraine en février 2022. Et ça, c'est quelque chose que Xi Jinping a en tête. Vladimir Poutine, lui, de son côté, monte totalement d'un cran dans les menaces. Une rhétorique martiale qui a été assez spectaculaire. Là, on passe vraiment au niveau au-dessus. Écoutez Vladimir Poutine. Nous ne prévoyons pas de combattre l'Europe, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais si l'Europe décide soudainement de nous faire la guerre et la commence, nous sommes prêts dès maintenant. Il ne peut y avoir aucun doute là-dessus. Si l'Europe choisit de déclencher une guerre, la situation peut très vite arriver à un point où il ne restera plus personne avec qui négocier. Juan José, qu'est-ce qui peut arrêter Vladimir Poutine en fait? Cette question, là, je commence à me la poser, mais tous les jours, voilà.
Personne aujourd'hui, je pense qu'il peut l'arrêter. Emmanuel Macron, rappelez-vous, au début de l'invasion de l'Ukraine, a essayé de maintenir le contact avec lui et ça n'a pas été possible. On voit qu'aujourd'hui, effectivement, Emmanuel Macron est tout le contraire, en fait. Et parmi ceux qui lidèrent l'opposition à Poutine, c'est clair que ce ne sont pas les États-Unis qui vont pouvoir freiner Poutine, ni la Chine, parce que la Chine a des intérêts, à sa propre agenda à elle. Donc, que ça soit parce qu'il y a Taïwan juste en face et quelque part, ils ne vont jamais condamner Moscou de faire ce qu'il pourrait faire dans quelques temps. Et d'un autre côté, tout simplement parce qu'effectivement, la Chine a une puissance telle que si elle voulait, pourrait faire du mal à la Russie, sauf qu'elle n'a aucun intérêt à le faire. C'est pour ça qu'il y a eu cette fin de non-recevoir assez rapide de Xi Jinping par rapport à Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, l'Europe ne peut jouer que le petit rôle qui est le sien encore aujourd'hui, parce qu'il a été écarté des négociations par les États-Unis. Mais, in fine, l'Europe devra jouer un rôle. Parce que, de toute façon, la politique des États-Unis avec Donald Trump pourrait changer dans 2 ans. C'est une réalité. Dans 2 ans et demi, elle pourrait changer. Et ce qui change très rapidement aux États-Unis, qui ne change pratiquement jamais du côté de la Chine, pourrait effectivement conforter l'Europe dans ce rôle. Donc si quelqu'un peut aujourd'hui continuer à faire face à Poutine, c'est l'Europe, même si elle est aujourd'hui effectivement faible par rapport à un autocrate qui fera ce qu'il veut et qui est dans la surenchère permanente. Vous avez raison de le rappeler, par rapport à Donald Trump, Adina Revol, il y a un document qui a été publié ce matin par la Maison-Blanche qui est assez spectaculaire. C'est la revue sur la sécurité de la défense américaine, un document de 30 pages qui a un véritable précipité, un concentré de la doctrine trumpiste et dans lequel il est écrit noir sur blanc que l'Europe, elle doit voler de ses propres ailes. Ça, c'est la doctrine de la Maison-Blanche. Mais je pense que c'est l'année zéro de l'Europe. Et puis bon, on dit souvent que l'Europe s'est construite dans la crise. Là, c'est encore un test, même existentiel. On a externalisé notre sécurité énergétique à la Russie. Bon, là, c'est presque fini. Et la défense aux Américains. Maintenant, il faut grandir, il faut que l'Europe devienne enfin grande et que l'Europe devienne géopolitique. La Commission von der Leyen en 2019 a commencé à se donner comme objectif l'Europe géopolitique, mais maintenant c'est vraiment le test, puisqu'en fait on doit exister, parce que ni la Chine, en fait, on ne peut pas compter sur la Chine. Vladimir Poutine, on voit bien qu'il est parti dans des délires tyrannesques. Donc aujourd'hui, l'Ukraine se bat pour notre liberté et pour que l'Ukraine continue à se battre, elle doit avoir de l'argent. Et là, je viens à mon dernier point. Il y a un Conseil européen là, très bientôt, le 18 décembre, qui va décider ou non, et c'est ça le test principal, de l'utilisation des avoirs gelés russes pour justement armer l'Ukraine et l'aider à continuer à se battre. Et c'est un vrai test puisque l'unanimité n'est pas encore acquise entre les États membres. On sait que là-dessus, on ouvrirait une brèche dans la jurisprudence financière mondiale et ça, la Belgique, je sais, freine des cas de fer avant qu'on dégèle de force des actifs russes chez Euroclear. Mais... Alors, il ne s'agit pas, justement, c'est un point important en fait, parce qu'il n'y a pas de brèche, puisque la Russie a été reconnue par l'Assemblée générale des Nations Unies comme responsable de l'invasion en Ukraine. Et donc, on n'ouvre pas une brèche dans le droit international puisqu'on ne saisit pas ces avoirs. C'est un prêt de réparation, c'est-à-dire que ces prêts, donc les avoirs sont utilisés comme une garantie pour un prêt qui est donné à l'Ukraine et que l'Ukraine devra rembourser si la Russie justement paye pour les dégâts qu'elle a fait en Ukraine. Donc ça suit la logique du droit international. Maintenant, il faut convaincre la Belgique, et ce que Friedrich Merz est allé faire aujourd'hui, donc c'est quelque chose de très important, convaincre le gouvernement belge que la proposition de la Commission propose justement un partage équitable de la charge qui ne repose plus justement uniquement sur la Belgique, et l'Allemagne est également prête à participer à ce dispositif. Et pour moi, c'est un vrai test, ça. Parce que si on arrive enfin à rentrer dans le rapport de force pour dire, voilà, on n'a pas que les sanctions, on a également
les avoir gelés parce que c'est beaucoup d'argent pour Poutine. Et cette semaine a aussi décidé au niveau européen d'arrêter le gaz russe à l'automne 2027. Alors vous allez dire que c'est trop tard, mais en tout cas c'est un signal qui est fort et qui a été envoyé à Moscou. Alors en tout cas on voit que sur le plan énergétique, après les sanctions occidentales, vous avez finalement la Russie qui s'est jetée dans les bras de ses alliés chinois, mais aussi indien. Ça, c'est le grand débouché énergétique de Vladimir Poutine. Justement, Vladimir Poutine qui, cette semaine-là, jeudi et vendredi, était en Inde. Il a rencontré Narendra Modi. Je vous propose d'écouter les deux chefs d'État. Écoutez-les, c'est hyper intéressant. Ils comptent bien continuer à travailler ensemble malgré les sanctions occidentales. La Russie fournit de manière fiable du pétrole, du gaz, du charbon et tout ce qui est nécessaire au développement énergétique de l'Inde. Nous sommes prêts à continuer des livraisons sans interruption de pétrole pour l'économie indienne en croissance rapide. Les relations économiques indo-russes devraient s'étendre afin que nous atteignions de nouveaux sommets. J'espère que notre réunion aboutira à des résultats aussi positifs. Daniele, là, on entend Narendra Modi et Vladimir Poutine. On voit bien que finalement, le pétrole brut bradé, c'est un lien qui est plus fort que les sanctions occidentales. Je rappelle que là, il y a un 18e paquet qui a été voté par l'Union européenne de sanctions qui doit avoir lieu là, le 21 janvier, qui va rentrer en vigueur. Donc là, on sent que finalement, les deux puissances indiennes et russes, finalement, sont plus fortes. Alors, qu'est-ce que ça traduit? Est-ce que ça traduit finalement deux partenaires deux figures centrales d'un nouvel ordre mondial? Oui, disons que derrière, il y a les bras de fer, effectivement un peu incarnés par cette alliance, les BRICS, à savoir cette contestation qui vient de loin, on va dire l'hégémonie occidentale au niveau géopolitique, au niveau des règles du multilatéralisme. Et bien sûr, on voit des acteurs qui se sentent forts aujourd'hui, comme l'Inde, il faut les rappeler, premier géant démographique mondial, qui joue quand même sur les deux tableaux. D'une part, effectivement, ils achètent bien sûr des technologies occidentales, ils continuent cette relation avec l'Occident, mais d'autre part, ils essayent aussi de renforcer cette alliance encore assez hybride, mais effectivement au cœur de l'Asie, et entre ces grands acteurs, Russie, Chine, justement Inde, avec la Russie qui détient des ressources énergétiques énormes, donc qui a quand même ses rôles de fournisseur. On les voit avec l'Inde, c'était spectaculaire. En 2021, je crois que c'est autour de 10 milliards les exportations de pétrole russe vers l'Inde. Aujourd'hui, on a dépassé les 60 milliards et l'objectif pour 2030, c'est 100 milliards. Donc, 100 milliards. Et je crois que jusqu'ici, depuis l'invasion en Ukraine, New Delhi a économisé 13 milliards de dollars juste en achetant le brut grâce au ristourne, bien sûr, lié à l'embargo. Et en même temps, Juan José, Narendra Modi, si on gratte le vernis, il reste quand même peut-être pris en tenaille entre Washington et Moscou. Je veux dire, d'un côté, s'il écoute Donald Trump, finalement, il contribue à la chute des recettes pétrolières de Vladimir Poutine, et donc il l'affaiblit dans son effort de guerre. Et en même temps, il est aussi lié dans un partenariat stratégique très important avec les États-Unis. C'est le mot que vous avez utilisé. Ils sont en tenaille, justement, parce qu'on sait bien quelle est la relation que l'Inde a toujours maintenue avec les États-Unis, qui a été soutenue par les États-Unis très souvent. C'est vrai que là, c'est un changement qui est du moment géopolitique. Je ne pense pas que ce rapprochement entre la Russie et l'Inde soit structurel. Quand on va parler de ce rapprochement dans 20 ans, non, je ne pense pas. C'est parce que c'est du gagnant-gagnant pour tous les deux. Et l'Inde, effectivement, essaye de profiter, vous l'avez dit, parce que c'est quand même une puissance internationale. Mais au-delà de tout ça, elle doit quand même garder ce contact avec les États-Unis qui a toujours été derrière l'Inde. Sans oublier, bien sûr, l'Europe occidentale qui a beaucoup aidé l'Inde. Donc, le mot aujourd'hui, c'est justement on tenaille entre ces deux blocs. Mais je ne pense pas que ce soit un rapprochement structurel. C'est juste aujourd'hui géopolitique, et ça s'arrêtera peut-être avec la fin
de la guerre en Ukraine. Alors, j'aimerais bien vous entendre aussi sur un symbole géopolitique que je trouve vraiment très fort, et même si ça peut paraître plus lointain, je pense que tout est lié. Cette semaine, on apprend que les Américains vont se renforcer sur le port du Pirée en Grèce. Et en fait, ils vont se renforcer à 20 km du Pirée, en face des installations chinoises, où les Chinois sont présents depuis plus de 10 ans. Et en fait, on est sur un symbole géopolitique qui est super fort, Chounia, où en fait, on voit les Américains et les Chinois qui sont dans un endroit qui est une porte d'entrée de toute l'Europe de l'Est et de toute l'Europe du Sud, avec d'un côté les Américains qui veulent déverser leur GNL, de l'autre côté les Chinois qui veulent sécuriser leur route de la soie. Il est clair que les Américains et les Chinois sont en compétition sur le marché international. D'ailleurs, la rivalité sino-américaine devient une réalité et sera aussi incontournable dans les années à venir. Et les États-Unis ne souhaitent surtout pas être dépassés par la Chine. Donc, il y a quelques années, c'était Trump qui a lancé la guerre commerciale. Voilà, donc je pense que ce genre de compétition va continuer dans différents pays et sur le marché international. Je crois que les différentes projections disent que la Chine pourrait devenir la première économie mondiale entre 2029 et 2040, en fonction des différentes hypothèses macroéconomiques. Sur ce symbole géopolitique du Pirée, Adina, vous qui aussi êtes une spécialiste des questions énergétiques, c'est vrai que c'est assez fou. Il y a encore très peu de temps, on ne pouvait pas s'imaginer qu'on allait s'affranchir du jour au lendemain du gaz et du pétrole russe. Et construire et faire pousser comme des champignons des terminaux gaziers sur les côtes européennes. Oui, pour accueillir le GNL américain. Ouais. Oui, parce qu'en fait, pourquoi je pense que nos téléspectateurs doivent comprendre. Parce que Vladimir Poutine, il nous offrait, comme il offre aujourd'hui à Narendra Modi. J'étais en train de sourire lorsque j'ai écouté le discours à New Delhi. Il nous disait la même chose en Europe. Et il disait la même chose aux industriels allemands. Et donc, la compétitivité de l'Allemagne, de l'industrie allemande, a été construite sur du gaz russe pas cher. Et aujourd'hui, c'est essentiel de ne plus tomber dans ces facilités, parce que ce qu'on a fait, on a externalisé, et je pense que pour l'Inde, justement, c'est pas un bon choix stratégique d'externaliser à ce point son approvisionnement énergétique, parce que l'énergie... l'économie indienne est en forte croissance. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, en fait, c'est qu'on doit prendre pleinement en main notre destin énergétique en Europe, ce qui veut dire qu'on ne doit pas être dépendant des États-Unis. Ça doit être provisoire, cette dépendance vis-à-vis du GNL américain. Donc en somme, ça veut dire qu'on doit isoler nos bâtiments. On parle beaucoup en France, vous savez, du chantre nucléaire renouvelable. Mais en fait, d'abord, on doit réduire la consommation du gaz dans les bâtiments. C'est 40% de consommation, c'est essentiel. Ça peut paraître technique, mais c'est la clé. Et après, on doit faire des renouvelables, on doit faire des nucléaires, mais à l'horizon 2040, c'est pas possible avant, et du biogaz fait en Europe et même en France. Et donc la clé, elle est là, on l'a en fait. Donc il faut juste qu'on la mette en œuvre. Mesdames et messieurs, on vient de vous présenter la feuille de route énergétique d'Adina Revol. Pour terminer ces experts sans frontières, on voulait exceptionnellement, à la place de notre carte blanche où chaque expert sans frontières choisit un article local, j'ai demandé à chacun d'entre eux de choisir un plat de leur pays d'origine. Pourquoi ? Parce que nous avons avec nous Daniele Zappala, donc docteur en géopolitique, qui vient de sortir Cuisine Cousine aux éditions de l'Harmattan. C'est une histoire du soft power culinaire européen. Donc on va essayer, si ça vous va, de faire un peu ensemble de géopolitique culinaire avec vous, Daniele. On commence avec vous, Adina Revol. Je crois que vous avez choisi un plat local qui vient de Roumanie. Oui, parce que je suis née en Roumanie, et puis bon, il y a un plat qui est assez spécifique aux Balkans d'une certaine façon. Ça s'appelle les sarmalés, c'est du chou farci en fait. Les sarmalés. Sarmalés, voilà, c'est ça. Et vous voyez, donc on prend des feuilles de chou, ou ça peut être des feuilles de vigne. Mais par contre, c'est pas du chou qu'on trouve en France, parce que c'est une spécialité de chou qu'on peut rouler. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et à l'intérieur, on peut faire avec de la viande, un mélange. C'est une très bonne tête. Ouais. Voilà, ça se mange en Grèce aussi, donc dans les Balkans. Et donc soit on peut faire végétarien, soit avec de la viande, et on mange ça avec de la crème fraîche.
Daniele, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, avec votre lecture géopolitique, ces sarmalais? C'est un plat qui est un miroir de l'histoire et du rôle géopolitique de la Roumanie, dans la mesure où c'est un plat carrefour, où on voit bien effectivement l'influence grecque qui est très évidente, l'identité. Malgré tout, en fait, l'héritage de l'identité, de l'histoire latine de la Roumanie, et en même temps, il y a l'influence avec les épices, etc., notamment turque. Et donc là, c'est vrai que c'est un plat national qui montre que la Roumanie a peut-être un rôle énorme à jouer dans les prochaines années. Mais c'est bingo, c'est exactement ça. Ben voilà, les sarmalais, carrefour de l'identité européenne de l'Est. Chenian, vous avez choisi quoi comme plat? Le canard laqué de Pékin. C'est un plat traditionnel et emblématique de Pékin. Le canard est d'abord laqué, puis rôti, ce qui lui donne une peau croustillante et brillante, et une chair tendre et parfumée. Donc c'est un plat très connu en Chine, mais aussi dans le monde. Avec un plat extrêmement réputé chez nous. Daniele? Alors déjà, il faut dire que la Chine est bien évidemment l'un des grands acteurs aussi de ce qu'on appelle la géopolitique du goût. Et c'est vrai que ces plats est un peu le reflet de ce qu'on appelle en fait les paysages à manger ou la cuisine paysagère, car en fait on peut les remarquer quand on va dans un restaurant chinois. Très souvent, il y a dans les décors des paysages. Pourquoi? C'est un reflet en fait de la philosophie de Confucius, cet équilibre qu'on recherche dans la composition. Et donc c'est vrai que en fait, ces plats qui esthétiquement sont très beaux, donc il y a les côtés paysagers, sont aussi les reflets de cette ancienne philosophie d'équilibre. Et donc, voilà, c'est un peu des paysages, en quelque sorte, chinois qui sont en fait, qui se reflètent sur l'assiette. Voilà, donc on a, avec les sarmalais, le carrefour européen, avec le canard laqué, l'héritage philosophique de Confucius. Et avec vous, Juan José, on part sur quel plat? Un plat qui identifie l'Espagne tout de suite, partout dans le monde, c'est la paella, bien sûr. C'est du riz, essentiellement. C'est un plat qui est né en Espagne, enfin du côté de la région de la Méditerranée, en Valence, à partir du 15e siècle à peu près. Et c'est du riz avec des produits du champ. Et donc, c'était le plat typique que mangeaient les agriculteurs espagnols quand ils allaient travailler effectivement sur les champs. Alors, est-ce que ce plat est devenu l'image de l'Espagne? Bien sûr, avec l'omelette de pommes de terre, la tortilla des patatas. Mais c'est vrai que la paella reste un plat très particulier, mais surtout le riz, quelque chose que nous, on partage avec justement les Italiens, avec qui on se fait la guerre souvent, savoir quel est le meilleur riz, que ce soit le riz meloso qui font les Italiens, que ce soit le riz en paella que font les Espagnols. Allez, bataille de riz avec notre ami italien, Daniele Zappala. Quelle est votre lecture géopolitique de la paella? Déjà, c'est un best-seller culinaire européen incroyable, et c'est aussi le reflet de, en fait, cette incroyable nature écologique de la cuisine méditerranéenne. Car effectivement, comme dans le cas de la pizza pour le dire à la française, c'était des plats historiquement pour les pauvres, pour les tout venants, qu'on a en fait préparé avec tout ce qu'il y avait en fait selon les saisons. Donc d'une certaine manière, c'était effectivement tout ce qu'aujourd'hui en fait on prêche d'un point de vue de la saisonnalité, etc. Voilà, déjà et tout était là. Car effectivement, ce sont des plats qui tenaient compte des contraintes écologiques de la Méditerranée, qui est certes une région magnifique, mais qui a des conditions climatiques et des conditions parfois aussi géographiques, morphologiques compliquées. Donc c'est peut-être l'une des cartes en fait des visites du succès encore pour longtemps de la cuisine européenne dans le monde. Bon, je me lance dans l'arène aussi parce que là, je suis jaloux de vous entendre avec vos plats. Je vous en avais pas parlé avant, Daniele, mais moi c'est vrai que j'ai un petit faible pour mes petits agneaux des présalés. Donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas, Daniele. Oui. Si vous pouvez comme ça à chaud nous faire une lecture de ces agneaux des présalés qu'on trouve, on en a en Vendée, là où il y a des marais salants, donc avec des terres, des marais qui se retirent. C'est des endroits très iodés, très salés, et c'est là où nos moutons vont paître dans ces endroits si particuliers. Alors c'est très réputé notamment au Mont-Saint-Michel, et l'agneau des présalés n'a pas son semblable, ils font dans la bouche. Alors, c'est un plat exquis, c'est un plat aussi emblématique des littoraux français qui finalement sont exploités au niveau de l'élevage.
Et donc, notamment, effectivement, en Normandie. Et c'est vrai que cela est complémentaire par rapport à ce qui se passe en Méditerranée, où au contraire, le littoral, généralement, est plutôt symbolique des légumes, donc d'une culture culinaire plus végétale. Et à mon sens, c'est aussi un symbole de cette complémentarité qui fait la richesse de la cuisine européenne, car il y a effectivement cette frontière en Europe entre la cuisine méditerranéenne autour de cette trilogie, les blés, les vins, l'huile, et effectivement la cuisine plus continentale du Nord autour des laitages, de la viande, et les deux font donc ça nous parle l'histoire de la côte végétale méditerranéenne versus la côte animale atlantique. Ok, non mais c'est hyper intéressant. Sur mes études, voilà, je voulais vous dire, voilà, j'ai fait en fait une thèse à Sorbonne Université, je n'enseigne pas en fait, voilà, Sorbonne, mais c'est vraiment quand même un sujet qui, à mon sens, a vraiment de l'avenir aussi pour la force de l'Europe en fait de demain. Jusqu'à présent, on l'a sous-estimé, on l'a souvent réduit à des petites anecdotes, mais je crois qu'aujourd'hui, on commence à se rendre compte de plus en plus, les diplomaties européennes, du potentiel d'image pour les soft power européens de cette dimension. La géopolitique culinaire de Daniele Zappala, docteur en géographie politique à la Sorbonne Université, auteur de Cousine dans la casserole du soft power européen aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup Juan José Dorado, correspondant de la presse espagnole en France. Merci Chenialny, consultante chez Feida Consulting. Et merci à Dina Revol, maîtresse de conférence à Sciences Po. Les experts sans frontières, c'est terminé. Bon appétit à tous, très bon week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais tout de suite le journal de Stéphanie Clot. Les experts sans frontières sur BFM Business.